dans J'ai cette session, pardon? j'ai remis la description, je la mettrai peut-être régulièrement parce que comme avec Teams, quand il y a des nouveaux arrivants, ils ne voient pas l'historique du chat. Voilà. L'historique du chat. Merci Thierry, merci. Donc, dans cette session, nous allons aborder le sujet de l'accessibilité numérique et des sites d'emploi. Je suis donc Katie Duran, je suis experte en accessibilité numérique à la Fédération des aveugles et amblyopes de France et je suis ravie d'être accompagnée aujourd'hui par 3 collègues. Nous avons Mathieu Froidure, qui est président d'Herbilogue Compétences, une société spécialisée dans l'accessibilité numérique et l'inclusion. Thierry Fournier, qui est chef de projet informatique à la GFIP, et Jean-Christophe Benin, qui est adjoint à la directrice du programme handicap à France Travail. Donc bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être présent. Donc avant de démarrer, un petit point sur le programme de ce matin. On va commencer par un petit rappel du cadre légal en matière d'accessibilité numérique pour qu'on parte sur les bonnes bases. Ensuite, Mathieu va nous faire quelques démonstrations de navigation avec un lecteur d'écran pour qu'on saisisse bien comment on navigue quand on est en situation de handicap visuel sur un site ou sur une application. Ensuite, moi, je vais présenter le baromètre de l'accessibilité des sites d'emploi que nous avons réalisé à la Fédération en 2023 avec le soutien de la GFIP. Ensuite, Thierry et Jean-Christophe vont nous faire des retours d'expérience sur la mise en place d'une démarche en accessibilité numérique, donc à la GFIP et à France Travail. Et on va conclure la session sur une intervention de Mathieu sur la démarche à mettre en place en fonction de la typologie du site d'emploi. Et bien évidemment, on va aborder vos questions-réponses en guise de conclusion. Donc, pour commencer, une petite introduction à la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Donc, c'est une fédération qui a été créée en 1917 pour permettre une citoyenneté pleine et entière à toutes les personnes aveugles et malvoyantes en France comme à l'étranger. Aujourd'hui, elle rassemble près de 50 associations membres au service de plus de 10 000 adhérents et bénéficiaires et elle est présente dans les régions du métropole et en Outre-mer. Donc moi, je fais partie du pôle accessibilité et usage numérique. Nous sommes 3 et nous structurons nos activités autour de 3 axes. Le lobbying, on organise des événements, des actions, des travaux collectifs en France comme à l'international. On est actif par exemple au CNCPH. On développe également une expertise sur l'accessibilité numérique. On crée des outils de sensibilisation, on organise des temps d'échange entre professionnels. On accompagne et conseille également des structures sur la mise en place d'une démarche en accessibilité numérique. Et on mène également des campagnes de tests d'usage, chose que je vais vous présenter aujourd'hui avec le baromètre. Et puis, on fait également de la formation aussi bien de nos membres de notre réseau que des professionnels. Donc, qu'est-ce que c'est l'accessibilité numérique? Je pense que je vais rien vous apprendre, mais je pense que c'est bien de revenir sur les principes avant de démarrer. Donc, au plus simple, la définition très simple, l'accessibilité numérique consiste à donner l'accès à l'information à tous, sans aucune forme de discrimination. Donc, ça signifie qu'un site, une application ou un contenu web qui est accessible doit donner le même niveau d'information, quelles que soient les contraintes de chacun. Et ces contraintes peuvent être bien évidemment permanentes, mais ils peuvent également être temporaires ou même situationnels. On peut rencontrer des difficultés pour consulter des contenus numériques selon ces différents cas de figure. Donc, l'accessibilité numérique est bien inscrit dans la loi. Il y a un cadre législatif en France depuis 2005 qui a été renforcé en 2016 et 2023. Donc, c'est la loi 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, et notamment son article 47,
qui stipule que les services de communication publique en ligne, des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, doivent être accessibles aux personnes handicapées. Donc, déjà en 2005, on avait cet article. Ensuite, en 2016, avec la loi pour une république numérique, on a vu un élargissement et on va dire une précision d'un certain nombre d'éléments relatifs à cet article. Et puis, plus récemment, en 2023, on a encore un élargissement pour prendre en compte la transposition de la directive européenne sur l'accessibilité des produits et services numériques. Et donc, on a un élargissement du champ d'application, mais on va se concentrer vraiment sur l'article 47 et son application. Donc, cet article s'applique aux services publics, on l'a déjà lu, aux organismes délégataires d'une mission de service public. Et depuis 2019, les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 250 millions d'euros. Et encore une fois, on va avoir de nouveaux entrants à partir de juin de cette année qui sont concernés par la directive européenne. Les services de communication publique en ligne, ça couvre quoi? Ça couvre les sites web, les applications mobiles, l'intranet, et puis au sens large, les communications, comme le nom l'indique. Donc, ça peut être les communications sur les réseaux sociaux, ça peut être les emails, tout ce qui est newsletter, enfin tout ce qu'on peut produire et distribuer sous forme numérique. Donc, les lois en France sont basées sur les normes de référence pour l'accessibilité numérique, à savoir au niveau international les Web Content Accessibility Guidelines, qui sont aujourd'hui dans leur version 2.2. Ces Web Content Accessibility Guidelines, les WCAG, ont été créés dans la première version en 1999, donc ça date un peu. L'accessibilité existe depuis un bon nombre d'années, dès la création du web. Ces principes ont servi de base pour la norme européenne, le EN 301-549, avec quelques ajustements et quelques précisions, notamment sur le plan organisationnel. Et en France, dès 2009, nous avons le référentiel général d'amélioration d'accessibilité, le fameux RG2A, qui est en réalité une méthodologie technique qui permet de vérifier si un site est bien conforme au WCAG. Donc, le WCAG sont agnostiques quant à la mise en place technique de l'accessibilité, alors que le RG2A va vraiment donner un certain nombre de critères, 106 critères à respecter, des critères techniques pour être considérés comme étant accessibles. Aujourd'hui, en France, les structures soumises à obligation ont en réalité 4 grandes obligations, on va dire. Déjà, il faut évaluer la conformité des sites Internet et applications mobiles aux critères de succès WCAG 2.1, parce que le RG2A est calqué sur les 2.1 à niveau A et AA. Donc, en réalité, ça signifie faire un audit, faire auditer un site en déterminant un échantillon de pages représentatives et on va venir passer les 106 critères qui sont applicables à ces contenus, les contenus de cet échantillon. Et cet audit va permettre d'établir un taux de conformité, qui est en réalité un pourcentage. Alors, un pourcentage de moins de 50%, on est considéré non conforme. À partir de 50%, entre 50 et 100, on est considéré partiellement conforme. Et quand on est 100%, on est totalement conforme. Donc, les résultats de cet audit, on va les publier dans une déclaration d'accessibilité. Donc, dans la déclaration, on va détailler quand est-ce que l'audit a eu lieu, quelles sont les pages qui ont été examinées,
quelles sont les non-conformités soulevées, quelles sont les technologies qui ont été utilisées, un certain nombre d'éléments qui sont vraiment définis dans les RG2A. Et on va donc publier cette déclaration et on va afficher le niveau de conformité sur la page d'accueil. Donc, accessibilité, 2 points, non conforme, ou partiellement conforme, ou totalement conforme. Puis, très important, et on va y venir sur la dernière partie de la session, le schéma pluriannuel. On doit publier un schéma pluriel de mise en accessibilité pour une durée de 3 ans qui va vraiment lister les actions et les engagements qui vont être pris pour faire en sorte qu'on va vers une conformité totale de son site et ses applications. Et on va sortir ce schéma de plan d'action annuel. On va lister concrètement qu'est-ce qui va être réalisé sur l'année à venir pour essayer d'atteindre la conformité totale. Donc, c'est ces éléments qui vont être exigés par le législateur en France et qu'aujourd'hui, tous les services soumis à obligation sont censés bien publier sur leur site. J'ai parlé d'une évolution en 2023. Parmi les évolutions pour transposer la directive d'accessibilité des produits et services, on a également eu un renforcement des contrôles et des sanctions. Donc, dans cette ordonnance, l'ARCOM est désigné comme étant l'autorité de contrôle et doit donc coordonner une collecte automatisée de données sur l'accessibilité effective et délivrer des injonctions préalables. Le non-respect de l'accessibilité des sites publics est maintenant passable de sanctions d'un montant maximal de 50 000 €. Et si un manquement sanctionné persiste plus de 6 mois après le prononcé de la sanction initiale, une nouvelle sanction peut être infligée à l'administration défaillante. Donc aujourd'hui, on a vraiment un cadre bien défini et l'heure est à la conformité, la mise en conformité de tous ces services soumis à obligation. Donc là, on a vu rapidement le cadre juridique. Donc, avant de passer la main à Mathieu pour faire une petite démonstration de la navigation pour des usagers déficients visuels, juste un tout petit mot sur l'accessibilité et l'usabilité, parce que Mathieu va venir sur ces termes et j'y reviens aussi en présentant le baromètre. Mais il faut savoir qu'une bonne usabilité facilite souvent l'accessibilité numérique et inversement. Donc, l'accessibilité numérique, on l'a vu, c'est supprimer les barrières qui empêcheraient les personnes d'accéder et d'utiliser pleinement les outils numériques. Donc, on va dire que c'est le socle minimum qu'il faut faire pour s'assurer qu'on n'a pas mis de barrières en place et que tout est théoriquement possible. Ensuite, intervient l'usabilité numérique et ça, c'est améliorer l'expérience utilisateur en rendant les interfaces intuitives, simples et agréables à utiliser. Et on va voir que ces deux volets sont intrinsiquement liés et on ne peut pas faire l'un sans faire l'autre. Donc, je vais arrêter le partage et je vais laisser Mathieu partager son écran pour nous faire une démonstration tout en présentant ces différents volets, accessibilité et usabilité. Merci beaucoup, Cathy, pour cette explication effectivement de la norme, ce que je vais appeler moi la conformité. Donc, conformité à une règle. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Alors, c'est toujours un petit peu plus long parce qu'il faut que je retrouve toutes les options que je vais avoir sur mon outil. Alors, pour l'instant, je pense que vous n'entendez pas ma synthèse. Alors, hop. Alors, évidemment. Si vous ne m'entendez pas, c'est que je me concentre sur sur mon outil. Présentateur.
Contenu uniquement. Arrêtez le partage, contrôle plus Shift+E. Volet, Microsoft Teams. Affichage contact de réunion, contrôle de réunion barre d'outils. 18 participants rejoignent l'appel. C'est le micro. Alors là, je pense que j'ai pas choisi le bon écran. Si, on a bien le bon écran, Mathieu. Il y a juste, et c'est bien quand on le dit, il y a juste une petite fenêtre. Votre niveau de Alors. batterie est faible. L'accessibilité numérique activée. Barre de mode l'accessibilité numérique activée. Barre de mode Microsoft Teams. L'accessibilité numérique activée. Barre de mode Microsoft Teams. Document. Indicateur barre d'outils. Affichage commande pour réduire. Je vais quand même vérifier ça parce qu'effectivement. Je sais pourquoi. Patientez 2 petites secondes, j'arrive. Pas de souci. Bureau sécurisé. Donc moi, je peux peut-être vous expliquer déjà ce que va nous présenter Mathieu en termes de technologie. Donc Mathieu utilise un lecteur d'écran. Je suis sûre que certains d'entre vous connaissez déjà. Donc c'est un logiciel qui convertit le texte qui est affiché à l'écran en synthèse vocale. Et pour certains utilisateurs qui seraient braillistes, on peut également avoir une sortie en plage braille. Donc, les navigations se fait au clavier. Donc, Mathieu, il va utiliser des raccourcis clavier et des touches pour pouvoir interagir avec son écran. Et là, on a toute la difficulté d'ailleurs des interfaces parce que tout ce que nous, on peut voir comme bouton et comme option là dans Teams, bah, il va falloir qu'il y ait une navigation avec au clavier pour pouvoir atteindre ces différents boutons et que le bouton soit correctement nommé et pour que Mathieu ait la restitution par son lecteur d'écran de la fonction du bouton. Peut-être en attendant, on peut aussi voir, est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie un peu théorique sur le cadre juridique? Il y a la question, aura-t-on le support? Oui, on peut partager le support par la suite, pas de souci. Ok, bah, ce que je propose, est-ce que Mathieu, tu nous entends là? Non, il y a peut-être un problème de batterie. Donc, ce que je propose, je vais continuer. Je suis désolée, ça fait un peu une prise de parole, mais je vais vous présenter le baromètre en attendant, parce que je pense que ça vous... Enfin voilà, on fera intervenir Mathieu après. Ça sera plus confortable. Donc, je vais repartager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Thierry, c'est OK? Oui, c'est bon, merci. C'est bon, parfait, merci. Donc, le baromètre de l'accessibilité des sites d'emploi, c'est un baromètre qu'on a mené en 2023 à la Fédération des aveugles de France avec le soutien de l'AGFIP. Et l'objectif était d'identifier les possibilités et les barrières rencontrées par les personnes en situation de handicap visuel lors de la consultation d'offres d'emploi en ligne. Donc, c'est un baromètre qui date un peu. Après, est-ce que les sites ont beaucoup évolué depuis? Ça dépend lesquels, mais je pense que c'est quand même intéressant de vous présenter ce qu'on a pu observer en 2023. Nous avons testé 20 sites d'emploi. C'est un échantillon qui a été élaboré en interne, on l'a soumis à la GFIP. Donc, on a choisi un site national qui était autrement appelé Pôle emploi, qui est aujourd'hui donc France Travail.
Des sites généraux, il y avait Hello Work, Indeed, la PEC, Cadre Emploi, Welcome to the Jungle, Le Bon Coin Emploi, Météo Job, Monster, Direct Emploi et LinkedIn. Ensuite, on avait 4 sites spécialisés dans le handicap. L'espace des offres sur la GFIP, dont Thierry s'occupe, Espace Emploi sur handicap.fr, emploi.com avec un H, emploi, Handicap Job. Et puis, 5 sites d'intérim. Il y avait Adecco, Manpower, Randstad, Synergie et AISE. Alors, pour revenir un peu sur ce que va nous montrer Mathieu, juste pour rappeler un peu la manière dont les personnes DV peuvent être amenées à naviguer sur les interfaces web. Donc, un lecteur d'écran, je l'ai déjà expliqué, donc c'est un logiciel qui convertit le texte affiché en synthèse vocale et ou braille. Et donc, la navigation se fait par clavier. Et pour les malvoyants, certains vont être amenés à utiliser un agrandisseur de texte, qui est un logiciel qui offre différents niveaux de zoom pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. On peut également avoir des options de renforcer des contrastes, ce genre de choses, mais c'est en général un zoom poussé. J'ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait 106 critères RG2A. Bien évidemment, ils sont tous très importants, mais on va dire qu'il y a quelques critères qui sont particulièrement importants pour les utilisateurs de lecteurs d'écran. Je vais vous en donner quelques exemples ici parce que je pense que ça permet de garder en tête ce qui est important quand on navigue sur un site. Donc, il faut bien évidemment fournir des titres de page explicites qui décrivent le contenu de la page. Mathieu, ok. Bon, bah, je vais arrêter là et je vais passer la main à Mathieu. Très bien. Je suis désolé. Il n'y a pas de Mais en fait, souci. Il n'y a pas de souci. je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Comme je suis aveugle, ça je pense que vous l'avez remarqué avec mes lunettes de soleil, et que je suis dans une chambre d'hôtel, j'avais oublié de remettre la petite carte qui permettait d'activer le courant. Donc forcément, et quand il m'a dit que j'avais plus de courant, il me restait 2%. Donc mon PC s'était tout simplement éteint. Là, normalement, vous voyez un écran. Est-ce que vous voyez mon smartphone? Non, là, on a l'écran Teams. Enfin, l'écran. Ah, j'ai partagé Teams. Oui. Alors, c'est pas le bon, du coup. Enfin, c'est un navigateur où il y a une option de Teams. Ouais. Alors, du coup, je vais essayer de repartager plutôt mon. Alors, vous allez entendre ma synthèse vocale, je pense. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est pas si simple que ça. Alors, je vais arrêter le partage et je vais repartager. Sur le son, mode présentateur. Écran. C'est toujours ouais, le navigateur. Ah, c'est dommage, c'était bien fait tout à l'heure. Bon, bah écoutez, si je utilise du coup ça. Oui, là, on voit le navigateur. Donc là, je suis sur mon navigateur. Non, là, tu es sur Teams, mais on a bien vu. Est-ce que vous voyez que je suis arrivé sur Google ou pas? Oui. Bon, je pensais le faire sur mon smartphone. Ça va être plus compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà baisser la vitesse d'élocution. En fait, je n'avais pas prévu de vous faire écouter cette synthèse vocale-là, mais c'est pas très grave. L'idée, si vous voulez, c'est de vous faire comprendre que quand on est sur un site Internet et que l'on n'a pas la vue, en fait, on a des outils qu'on appelle des outils d'assistance. Alors, en l'occurrence, ça s'appelle une synthèse vocale et pour être tout à fait précis, ça s'appelle un lecteur d'écran, parce qu'en fait, on a plein de types de synthèse. Donc, la synthèse, c'est le son en fait, que vous entendez, qui peut être paramétré, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des qualités de synthèse
ou d'autres, en fait. Et en fait, quand on n'a pas la vue, en fait, on va naviguer en mode, on va dire, tabulation, ou en tout cas en mode séquentiel. Typiquement, si je vais sur un site, Barre d'outils, barre d'adresse et de recherche, édition, autocomplétion, W, 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 W. tellement peu l'habitude d'avoir cette synthèse. Je vais prendre un site par hasard. R, N, E, France, T, A, V, A, I, L, FR, France Travail.fr, sélectionnez, accueil France Travail, faites un choix pour vos cookies. Alors là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé une URL et je suis arrivé directement sur le site de France Travail. Et je ne sais pas si vous avez entendu, on m'a parlé de cookies. Alors, ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de cookies, c'est que globalement, les cookies sont souvent utilisés dans ce qu'on appelle des fenêtres pop-in, donc des fenêtres surglissantes. Et donc là, probablement que je dois gérer ma pop-in, mes cookies, et donc je vais, avec les flèches, descendre pour savoir si j'ai accès en fait à cette information. Graphique logo France Travail. Alors, quand on parle d'accessibilité, il faut bien comprendre qu'il y a deux axes qui sont hyper importants qu'a identifié Cathy. La conformité, c'est le respect, on va dire, d'une règle. En l'occurrence, là, vous avez entendu graphique France Travail. Donc, sur cette image, un graphique, c'est une image, en fait, s'il n'y avait rien, si rien n'avait été fait, on aurait entendu peut-être image 1.gif. Et là, en fait, je suis sur l'image qui est destinée comme étant France Travail, c'est-à-dire qu'on a été compléter l'information. Et donc, cette notion donc est un des 106 critères dont on a parlé tout à l'heure, qui est de mettre des alternatives sur des images. Et là, en l'occurrence, moi, ce que j'ai besoin d'avoir, c'est la réassurance du fait que je suis bien sur le site de France Travail parce que j'ai tapé son URL. Mais par le fait du hasard de mon clavier, je pourrais avoir tapé une mauvaise URL. Donc, l'idée, c'est bien de faire cette notion de réassurance. Et en parallèle, parce que l'accessibilité, ce n'est pas que le respect d'une norme, c'est aussi le fait d'avoir des environnements simples. Et ça, malheureusement, ce n'est pas si évident que ça. Et surtout, ce n'est pas représenté dans les 106 critères, parce que vous pouvez très bien faire un site qui soit 100% accessible, mais extrêmement compliqué. J'ai plein d'exemples aujourd'hui en tête, mais l'idée pour moi là, c'est de vous montrer effectivement. Donc je vais descendre. Titre niveau 1, faites un choix pour vos cookies. Voilà, donc là il me dit titre du niveau 1, c'est-à-dire qu'en fait il me dit que c'est une information qui a du poids. Faites un choix pour mes cookies. Donc je vais taper la lettre B, parce que la lettre B me permet d'aller directement sur les boutons. Personnaliser les paramètres de confidentialité. Bouton personnaliser les paramètres de confidentialité. Tout accepter. Consentir au dépôt de tout. Je vais accepter. Document. Et donc, aucun résultat pour cette saisie. Voilà, donc là, normalement, vous avez un écran du site de France Travail sans la pop-in de cookies. Est-ce qu'on peut me valider que c'est bien le cas? C'est bien le cas. Bon, merci Cathy. Donc, la manière dont on peut appréhender un site Internet, ça peut être soit en mode séquentiel, c'est-à-dire je vais tout lire de A à Z. Alors là, je vais juste vous faire écouter le début de cette page. Alors, j'avoue que je ne connais pas cette page, donc je n'ai pas tous les repères que je peux avoir d'habitude. Donc là, je vais vous lister juste avec une fonction qui permet de dire tout ce que mon outil voit au début de cette page. Donc je vais remonter au tout début de la page. Lien accéder au contenu principal. Alors déjà, quand j'entends ça, c'est plutôt rassurant parce que en fait, tout simplement, ce sont des liens d'accès rapide, autres règles d'accessibilité, et je vous laisse écouter. Accéder au contenu principal. Accéder au pied de page. République française, liberté, égalité, fraternité. Retourner à l'accueil de France Travail. Retourner à l'accueil de France Travail. Bouton réduit afficher le menu service. Bouton réduit afficher le menu actualité. Bouton réduit rechercher. Bouton réduit connexion. France Travail Pro. Bienvenue sur le site de France Travail. Alors, j'aurais pu le laisser parler pendant longtemps, mais on n'a pas non plus trop de temps. Et donc l'idée là, c'est juste de faire une petite expérimentation. On comprend qu'un site de ce type-là est un site qui peut être compliqué. Alors, je vais vous montrer une fonctionnalité de mon outil qui va permettre d'extraire en fait certains éléments de ma page. Et liste d'éléments dialogue. Voilà. Arborescence. France Travail Pro. Donc là, j'ai extrait juste les liens de ma page. Et donc, on va remonter. Hop. Titre, lien bouton radio, titre bouton radio. Voilà, je peux aussi aller
présenter l'ensemble des titres de ma page. Arborescence. Bienvenue sur le site de France Travail développé. Recherche d'offres. Nos services essentiels. Vos allocations et aides. Votre recherche d'emploi. Votre projet de formation. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai un ensemble d'informations, donc uniquement les titres de ma page, qui me permet en fait tout simplement d'aller chercher l'information utile. Et donc là, vous voyez que globalement, ça correspond probablement à ce que vous avez visuellement sur la page. Aide. France Travail Pro. Alors, je vais essayer de vous trouver un élément avec un texte accentué. Actualité de l'emploi. Voilà, actualité. Ça paraît tout bête, mais souvent d'ailleurs, quand on parle de titres, on les écrit. Alors pour le coup, je ne peux pas savoir si ce titre-là a été écrit en majuscule, en tout cas pas sur cette petite interface. Mais il faut bien comprendre que quand on lit de l'information, on va lire du texte. Et en français, le texte, c'est aussi un texte écrit avec des accents. Si vous ne mettez pas des accents, en fait, ça va donner ce texte-là actualité. Alors, on peut le comprendre, mais je ne sais pas si vous avez écouté la vitesse à laquelle je perçois l'information de manière naturelle, hein, c'est-à-dire que je pousse un petit peu la vitesse d'élocution. Et en fait, au plus on va être proche d'un texte qui est lui-même bien écrit, donc avec des accents, et au plus ça va nous permettre de le comprendre facilement. Donc, dans les métiers qui vont être touchés par l'accessibilité, en fait, vous avez 3 grandes catégories de métiers. Les premiers, ce sont ceux qui vont faire la conception. Et la conception, c'est là où on va pouvoir obtenir la simplicité d'usage. Le fameux utilisation dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, vous avez les métiers plus techniques. Alors, quand on est sur un environnement desktop, donc d'un site internet, donc ça va être des développeurs, on va dire classiques. Si vous êtes sur un environnement mobile, vous allez avoir des développeurs iOS et des développeurs Android. Et ensuite, le troisième métier, souvent auquel on pense un peu moins, ce sont tous ceux qui font en fait vivre le site et qui vont faire la rédaction des sites. Et ben, en fait, on les oublie souvent, mais ce sont ceux qui vont pouvoir le maintenir, ce site accessible. Parce qu'on peut avoir un site accessible, mais si derrière, si je prends l'exemple de France Travail, si les offres qui sont publiées ne sont publiées en ne mettant pas les accents, par exemple, moi, je vais par exemple me retrouver avec des informations où je risque d'avoir des difficultés à comprendre. Et donc, l'accessibilité, c'est vraiment l'ensemble de ces métiers qui, mis bout à bout, permettent une bonne accessibilité. Donc, si je reviens aussi, là, je vous ai montré les éléments de titre. Et on peut aussi avoir des formulaires. Champ de formulaire, bouton radio, coché Alt, plus C. Voilà, je le rentrais. Métier, mots-clés, numéro d'offre, édition. Voilà. Donc là, on voit bien que j'ai un champ d'édition dans lequel je peux rentrer un métier ou un numéro d'offre. Lieu de travail, saisissez au moins 3 caractères, S, puis recherchez les offres dans lieu de travail, saisissez au moins 3 caractères, S, puis naviguez avec les touches flèche haut et flèche bas, puis validez avec la touche entrée du clavier. Là, vous avez eu un aperçu de conflit que l'on peut avoir entre l'accessibilité numérique et l'écriture inclusive. Le fameux S que vous avez entendu, c'est, oui, il peut y avoir plusieurs. C'était quoi? C'était lieu de travail, saisissez au moins 3 caractères avec un S. Et en fait, on l'a partout, cette écriture inclusive. Et moi, typiquement, quand on a une écriture inclusive, ça me rend mon information compliquée à comprendre. Et alors, j'ai rien contre le fait qu'on y mette en fait ces éléments, parce qu'en fait, on va vouloir aujourd'hui notamment féminiser un certain nombre de sujets. Mais le problème, c'est que on construit du coup une difficulté de compréhension, ne serait-ce que par la lecture tout simplement, mais d'autant plus quand on a la lecture qui est utilisée par une synthèse vocale, parce que la synthèse vocale, évidemment, elle ne comprend pas tous ces éléments-là. Donc, je vais revenir dans ma page. Donc, je fais échappe. Accueil France Travail. Et puis, je vais utiliser par exemple le formulaire. Métier, mots-clés, numéro d'offre, édition. Voilà, donc là, si je veux rentrer par exemple dans ce formulaire, je vais utiliser la touche espace et vous allez entendre un petit bruit. Principale région, métier. Donc si je veux faire métier, donc je vais mettre développeur. D-E-X-V-E-L-O-P-P-E-R. Développeur, lieu de travail, saisissez au moins 3 caractères, S, puis naviguez avec les touches flèche haut et flèche bas, puis validez avec la touche entrée du... Donc là, il me demande un lieu. L-I-E. Donc je suis lillois, je vais mettre Lille. Lille. Aucun résultat pour cette saisie. Lieu de travail, saisissez au moins 3 caractères, S, puis naviguez avec Lille.
Commune. Aucun résultat pour cette saisie. Supprimer le champ lieu de travail bouton. Lieu de travail. Saisissez au moins 3 Alors, il dit caractères. qu'il n'a pas trouvé Puis grand-chose. naviguer avec aucun résultat pour cette saisie. Métier, mots-clés, numéro d'offre édition sélectionné développeur. Bon, j'ai peut-être été un petit peu... Qu'est-ce que je pourrais mettre comme métier VENDER, vendeur. 3 résultats correspondent à la saisie. Voilà. Lieu Donc, vous voyez tout de suite que là, j'ai changé effectivement de métier, parce que c'était un métier un petit peu technique. Et en fait, là, tout de suite, j'ai eu l'information comme quoi j'avais 3 résultats. Donc, si je vais aller voir mes résultats, Nos services essentiels. Titre niveau 2. Liste de 4 éléments liens estimés mes allocations et alors, hors de hop, liste. j'étais dans mon... Principale navigation région. Afficher le menu service bouton réduit. Si je Afficher me le menu permets, actualité. Mathieu, ce qu'on a là, en fait, les 3 résultats, c'est ce qu'on appelle un champ d'autocomplétion. Oui, Tu connais bien. Et donc, c'est exactement quand ça. tu as dans le champ lieu de travail, tu as tapé Lille et en fait, il fallait sélectionner dans la liste des réponses la commune correspondante. Donc, je ne sais pas il y a eu une bonne restitution ou s'il y avait une erreur justement sur cette restitution, sur ce composant de liste déroulant, enfin d'autocomplétion. Mais l'erreur provient de là, Non, pas en fait, de choix développeur. c'était tout à fait bien. C'est juste que il faut comprendre que en permanence, nous, on est obligé de trouver, quand on n'a pas la vue, en fait, on prend une information et on doit la décrypter dans son contexte. Là, j'avais deux solutions pour analyser mon information. Soit j'avais des résultats, parce que ça reste des résultats, qui étaient en fait des résultats liés au mot vendeur, ou soit c'était des résultats effectivement de l'autocomplétion. Et parfois, en fait, on fait une mauvaise analyse en disant bah, c'est de l'autocomplétion ou c'est le résultat. C'est pas si simple que ça, et donc c'est en pratiquant le site que l'on se rend compte de la manière dont on peut le faire. Donc je vais le refaire. Aucun résultat. Alors je reviens. Afficher le menu service bouton. Aucun champ de fois. Aucun champ de Alors hop, je lien reviens. accès principale navigation région. Afficher le menu service bouton. Afficher le menu actualité bouton. Rechercher bouton. Connexion bouton. Principale région métier. Mots-clés. Numéro métier. Alors, VENDER. Vendeur. Vendeur. Lieu de travail. Saisissez au moins 3 caractères. SLILLE. Dérouler. Aucun résultat pour cette saisie. Supprimez le champ lieu de travail bouton. Lieu de travail. Saisissez au moins 3 caractères. S. Puis naviguer. Aucun résultat pour cette saisie. alors là, typiquement, je ne sais pas si... j'ai l'impression que Lille, il ne le prend pas, en fait. Rechercher des offres par région ou par sexe. Rechercher les offres d'emploi. Ouverture dans une nouvelle fenêtre. Alors typiquement, là, quand il me dit rechercher des offres d'emploi, il m'a précisé que ça allait ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc si je clique, Sans titre. je vais... Offre d'emploi vendeur. Commerce et distribution France Travail. Accès. Là, en fait, je sais, parce que j'ai été prévenu, que je change de contexte et que j'ouvre du coup une nouvelle fenêtre. Le nombre de fois où cette information n'est pas présente, en fait, vous pensez être toujours sur le même site et en fait, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. C'était juste pour vous montrer que même si un site est bien construit, il peut être compliqué en fait à appréhender. Alors là, en l'occurrence, je voulais préciser d'entrée, je ne le connais pas ce site. Et donc, on met nécessairement plus de temps, donc je le fais en live, donc ce qui n'est pas forcément l'idéal pour moi. Néanmoins, vous comprenez la notion qu'a évoquée tout à l'heure Cathy, c'est de se dire, on peut être conforme. Et là, en l'occurrence, je pense que, je n'ai pas été regardé, mais je pense que le site de France Travail, j'ai vu quelques pistes qui m'ont montré qu'il avait fait l'objet d'un travail d'accessibilité. Mais ce n'est pas parce que le site est accessible qu'il est facile à appréhender. Et donc, tout l'enjeu de vos outils, c'est de permettre à ce qu'ils soient non seulement conformes, mais qu'ils soient les plus simples possibles. Parce qu'à partir du moment où on a, alors je n'ai pas vérifié combien j'avais de liens sur la page, mais je pense que le site de France Travail est quand même un site assez, on va dire, avec beaucoup de contenu, et donc du coup plutôt complexe à appréhender a priori. Hein. Et donc voilà, tout l'intérêt, c'est d'essayer de trouver la meilleure façon d'appréhender vos présentations d'informations, présentations de services, de manière à ce qu'il soit le plus facile d'accès possible. Donc voilà, j'ai rapidement fait un petit topo. Alors je voulais montrer complètement autre chose sur du mobile, pour vous montrer que c'est pas parce qu'on est conforme qu'on est accessible, et c'est pas parce qu'on est accessible que l'on est conforme. C'est ça aussi que je voulais évoquer. Je peux vous faire une petite description en fait de ce que je souhaite. Mathieu, ce qu'on va faire, je suis désolée, comment on est un peu limité par le temps. Alors, je te laisse reprendre la main.
Ouais, peut-être si on a le temps à la fin, on peut passer sur le mobile en fin de session, si ça te va. Ouais, mais en fait, le problème de ça, c'est que je vais avoir du mal à vous partager le bon écran, en fait. Oui, bon, on peut y revenir en fin de session sur cette Ça partie va, mobile. je retire mon partage, du coup. Ok, merci beaucoup. Je Merci. t'en prie. Et c'est un parfait entrée en matière pour le baromètre parce que justement, comme disait Mathieu, c'était pas prévu qu'on aille sur France Travail, mais ça faisait partie dans son ancienne forme de notre champ pour le baromètre. Donc, on l'a vu là, Mathieu a vraiment démontré ce qui est important quand on navigue avec un lecteur d'écran. Il faut des titres de page explicites, il faut des titres dans la page de manière hiérarchique. On a vu l'arborescence là, donc si on n'a pas une arborescence qui est cohérente, on se perd complètement. Il faut des liens explicites, pareil, on a vu la liste des liens. Si on a des liens, cliquez ici et compagnie, ça va pas être très pratique. Les textes alternatifs, il faut de manière générale que le code HTML soit valide et conforme aux standards du web, n'empêche pas les technologies d'assistance de fonctionner. Il ne faut pas qu'ils arrivent dans ce qu'on appelle un piège à clavier où on ne peut pas sortir. Tu dois être accessible au clavier. Cette navigation séquentielle, les formulaires, gros sujet, et notamment pour les sites d'emploi. Et les boutons doivent bien évidemment être correctement étiquetés. Et puis, pour les malvoyants, il faut qu'il y ait un contraste qui est suffisant, malvoyants et daltoniens aussi, entre le texte et l'arrière-plan. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre de ce baromètre? On a commencé, nous, en interne, avec nos experts en interne, par faire un audit, ce qu'on appelle un audit RGE2A rapide des 20 sites. Donc, c'est le DINE qui a établi une liste de 25 critères qui sont absolument essentiels. Nous, on a ajouté 4 critères, donc on avait 29 critères qui nous semblaient particulièrement importants pour un public DV. C'est bien évidemment pas représentatif du niveau de conformité, mais ça donne quand même une bonne indication de la prise en compte ou non du RG2A dans la création du site. Donc, les tests, donc ça c'était la partie conformité. Et pour la partie usage, on a réalisé des tests entre avril et juin 2023. On avait un panel de 16 testeurs en situation de handicap visuel. Et pour chaque site, on a fait appel à 3 testeurs différents, dont au moins un testeur malvoyant et un testeur aveugle. Le profil, rapidement, il y avait 7 hommes, 9 femmes, 2 personnes entre 31 et 45 et 14 personnes entre 46 et 60. La déficience visuelle, une personne moyenne, avec une déficience moyenne, 6 sévères, donc là on est plus sur des outils type Zoom Text, et 10 personnes en cécité totale, donc là on est clairement sur les lecteurs d'écran et synthèse vocale et ou braille. 7 des testeurs étaient actuellement en recherche d'emploi, donc ce n'était pas du tout une simulation, c'était au moins un cas d'usage habituel. Et puis, en termes d'aisance numérique, c'est très important à préciser. Là, Mathieu, on peut dire que c'est un super user, ce qu'on dit en anglais. C'est quelqu'un qui maîtrise extrêmement bien son lecteur d'écran et ses technologies d'assistance. Nous, on avait 7 personnes qui étaient plutôt en confiance et 9 personnes qui étaient très à l'aise. Donc, ça biaise quand même l'étude parce qu'on n'avait pas les gens qui sont moyennement, voire peu à l'aise sur l'outil informatique. Et ça, voilà, ça veut dire que déjà, on sait manipuler un certain nombre d'éléments, aller de titre en titre, enfin, utiliser un certain nombre de raccourcis pour interagir avec le site. On était donc 4 personnes sur iOS et 12 sous Windows, 12 avec un lecteur d'écran et 4 avec un agrandisseur. Et on était 6 sur Chrome, 6 sur Firefox, 2 sur Edge et 2 sur Safari. Donc un panache de configuration. Alors, il faut bien préciser que c'était une étude assez superficielle dans la mesure où, pour des raisons RGPD, on n'est pas allé
très loin dans la création de comptes. On n'a pas dû créer un compte, on était vraiment dans la recherche, comme vient de faire Mathieu, un recherche d'un poste, et on est allé jusqu'au moyen, il fallait trouver un moyen de postuler à cette offre d'emploi. Donc, il fallait chercher un offre, consulter la liste d'offres, sélectionner une offre et trouver un moyen de postuler à cette offre d'emploi. Les résultats, déjà pour nos audits rapides, si on retient ces trois états, statuts non conformes, partiellement conformes et totalement conformes, encore une fois, avec le disclaimer qu'on n'était que sur 29 critères et pas 106, il y avait quatre sites qui étaient non conformes, donc Adecco, Cadre Emploi, Emploi et Welcome to the Jungle. 15 sites, c'est-à-dire tous les autres qui étaient entre 50 et 60 et 99, avec Emploi Handicap, Indeed, Monster et Pôle Emploi qui étaient plutôt vers le haut. Pôle Emploi, c'était 88%. Et on avait LinkedIn qui, pour les pages qu'on a pu consulter, c'est-à-dire sans se connecter, était plutôt 100%. Enfin, on n'a détecté aucune erreur de conformité. Donc ça, c'est pour les résultats de conformité. Donc ensuite, sur les tests d'usage, on a rencontré un certain nombre de barrières en commun. Déjà, on a vu sur certains sites emploi, le Bon Coin Emploi, Cadre Emploi, Espace Emploi, AGFIP et Handicap Job, une absence ou une utilisation de niveau de titre incohérente. Donc, toute cette arborescence que Mathieu a utilisée pour pouvoir bien trouver la rubrique qui l'intéresse, il était incohérent, on n'arrivait pas à bien comprendre. Pourquoi? Parce que ces fameux balises H1, H2 n'étaient pas bien distribuées sur la page. On avait des intitulés de liens et de boutons qui étaient peu explicites, voire en anglais pour certains sites comme Indeed ou Welcome to the Jungle, qui sont des sites internationaux. Tout ce qu'on pouvait avoir comme flèche, aller à la page suivante, ce genre de choses, il y a beaucoup d'éléments qui restaient en anglais. Donc ça, pour la navigation avec synthèse vocale, c'est très compliqué, sachant que la prononciation va être faite en plus en français, donc on va rien comprendre. Les champs de formulaire sans étiquette, donc on arrive, comme Mathieu l'a fait, sur un champ de formulaire, mais on ne sait pas quelle est l'information attendue. Ça, c'était sur le site de l'APEC. Les listes déroulantes qui étaient inaccessibles aux technologies d'assistance, donc c'est ce qu'on vient de voir là sur alors on l'a pas testé, il faut voir, comme disait Mathieu, pourquoi ça affichait pas les listes des communes, mais on avait beaucoup de cas où on n'était pas en mesure de sélectionner soit le métier, soit le lieu de zone géographique. Donc, emploi, direct emploi, Indeed, c'était le cas. Et puis, des éléments de page qui étaient tout simplement inaccessibles aux technologies d'assistance. Donc, soit des boutons, soit des sous-menus, ce genre de choses qui étaient tout simplement pas possible d'y accéder avec le clavier. Cadre emploi, Handicap Job, ACE, Le Bon Coin Emploi, Météo Job, Randstad, Synergie. Voilà, donc ça, c'était quand même assez répandu, cette erreur-là. Donc ça, c'est pour les barrières qui étaient finalement des barrières également pointées par l'audit. Mais on avait, et ça revient à ce que disait Mathieu, des exemples de barrières d'usage qui étaient rencontrés par les testeurs. Déjà, la présence d'outils de surcouche, donc ces fameux plugins qui vont proposer de modifier la police, la couleur, etc. Alors, si c'est quelque chose qui est natif au site, ça pose pas de problème. Mais quand c'est une surcouche, c'est-à-dire un plugin, parfois, ça peut être extrêmement problématique. C'était proposé sur le site de l'APEC. Des éléments de publicité qui viennent perturber la lecture, ça va être surtout pour les sites type Le Bon Coin, etc., où on va voir les publicités. Mais c'était également Emploi, Handicap et Welcome to the Jungle. On a eu ce cas de figure. Des pages d'accueil qui sont beaucoup trop chargées ou mal organisées. APEC et Hello Work, on a trouvé ça. Des différences dans les tailles ou les couleurs de police qui rendent la lecture peu confortable. Ça, c'est pour les personnes malvoyantes
qui vont opérer ce zoom et ne pas comprendre s'il y a une hiérarchie. Si on utilise différentes tailles de texte, est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce que ça véhicule une information ou pas? C'était le cas sur le site d'Emploi Handicap et Direct Emploi. Un comportement inattendu pour l'ouverture des annonces d'emploi. Handicap Job Indeed et Randstad, on cliquait sur une annonce et ça ouvrait dans une fenêtre une modale à part alors que le focus restait sur la page, ce type de choses. Des boutons qui étaient placés à des endroits inattendus. Par exemple, le bouton postuler qui est situé avant le détail de l'annonce. On a vu le raccourci utilisé par Mathieu pour trouver les boutons, mais ce n'est pas tous les usagers qui vont se servir de ces raccourcis. Donc, c'était le cas de Randstad et Pôle emploi. Et puis, les formulaires de recherche avancent beaucoup trop compliqués. Le niveau de détail demandé pour aller à l'étape suivante qui était particulièrement compliqué. Donc, voilà un peu les exemples qu'on a pu soulever dans cette première édition. On va refaire l'expérience cette année. On va démarrer les tests en avril. Par contre, cette fois-ci, on va se concentrer sur 5 sites d'emploi et on va observer, tous ces tests ont été faits en distanciel on a observé en distanciel. Là, on va les faire en présentiel, justement pour essayer d'embarquer les gens qui sont pas forcément les plus à l'aise sur l'outil informatique pour pouvoir tester comment ils abordent le site. Et on va faire 5 tests par site. Donc, plus circonscrit, plus circonscrit, mais plus poussé. Voilà. Donc, c'était la présentation de ce baromètre et le moment est venu. Est-ce que le baromètre est disponible? Je vois la question. Non, c'est quelque chose qu'on a pu livrer à la GFIP, mais on va le rendre disponible cette année pour la version 2025, normalement dans la semaine de novembre de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. SEPH. Voilà, exactement, merci. Donc, merci pour votre attention sur cette partie. Je vais tout de suite passer la parole à Thierry. On peut faire des questions-réponses, mais déjà, est-ce que tu peux expliquer un peu le démarche qui est en place depuis un certain temps à la GFIP et comment vous abordez justement cette question de conformité, usabilité sur votre site emploi? Alors, à la GFIP, on a une démarche accessibilité sur les sites, pas seulement le site emploi, sur les sites depuis un certain temps. On a fait, moi je suis à la GFIP depuis 2012, hein. Il y avait déjà des sites. Quand je suis arrivé, j'ai eu assez rapidement une formation accessibilité. À l'époque, c'était chez Brainnet. C'était plutôt sur AccessiWeb que le RG2A qui émergeait, on va dire. Et donc, je me suis rendu compte de l'enjeu assez rapidement. Pour autant, l'enjeu, même à la GFIP, n'était pas forcément une priorité. C'est venu petit à petit. Et on a fait... Donc, la GFIP ne développe pas elle-même des sites, évidemment. Nous, c'est pas notre métier, même si moi, je suis à l'informatique, mais je suis chef de projet. Je ne suis pas développeur, enfin plus. Donc, on fait développer donc, avec plusieurs typologies. Soit on fait développer nos sites web un peu sur mesure, comme le site agfip.fr, le site de l'URRH que vous avez tous utilisé. Soit on travaille avec des éditeurs, et c'est le cas du site emploi. Donc la démarche, c'est quelque chose d'assez long, et le but du jeu, ça a été de trouver quelles sont les bonnes conditions, comment on arrive à obtenir des sites accessibles. Déjà, sans parler encore d'usabilité, hein, on est conscient de ça aussi, mais comment déjà obtenir des sites accessibles avec les différentes typologies de prestataires. On y est parvenu plutôt bien avec les sites qu'on fait développer
sur mesure, si je puis dire. Enfin, oui, c'est ça. Et c'est un peu plus compliqué sur les sites du type emploi, site emploi, pardon, où on utilise on passe par un prestataire qui a sa propre solution et qui nous fournit sa solution en marque blanche. Donc le site emploi de la GFIP, c'est une version AGFIP du site de notre prestataire, qui faisait partie d'ailleurs aussi de l'échantillon. Et en fait, avec un éditeur, c'est relativement plus compliqué. On a eu tout un historique, en fait, avec le même prestataire. Le site emploi, il existe, je crois, depuis 2009. C'était avant que je sois à la GFIP. Cet historique, c'est 2014-2015, premiers audits, premières corrections. On obtient quelque chose de pas trop mal. 3 ans après, on refait un appel d'offres parce que c'est des choses qu'il faut renouveler. Donc c'est le même prestataire qui reconduit et on refait une vérification. On se rend compte qu'on a pas mal perdu au passage. Donc 2018, rebelote, audit, correction. Et pendant les années qui suivent, on a évidemment des suivis avec les prestataires. On rappelle à peu près à chaque fois que l'accessibilité, c'est quelque chose d'important pour la GFIP, ce qui est évident. Et en 2023, on se rend compte que finalement, c'est pas si bien que ça. On fait faire un audit encore, enfin un pré-audit, une petite vérification avec un prestataire avec qui on travaille. Alors, j'ai pas précisé, mais on s'est rendu quand même compte assez vite que c'était nécessaire d'avoir une société spécialisée externe comme Urbilog Compétences, mais la GFIP a fait appel à plusieurs autres sociétés d'expertise. On s'est rendu compte que c'était nécessaire parce que même en ayant une formation, c'est pas notre métier d'être expert accessibilité. Enfin, nous à la GFIP, à la DSI de la GFIP, parce que on n'est pas 200 personnes. On fait de la gestion de projet. On essaie de faire avancer les choses, mais on n'a pas une équipe informatique suffisante. Enfin, on n'a pas une taille suffisante pour avoir un expert accessibilité en interne. Ça viendra peut-être. Je l'espère d'ailleurs. Mais pour l'instant, non. Et donc, on passe par des sociétés externes. Donc, donc, je reviens sur mon historique. On a refait auditer le site. On s'est rendu compte que c'était pas si bien qu'on le pensait ou que notre prestataire le disait, pas forcément de façon. Ils le pensaient eux-mêmes, mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas forcément tout à fait le cas. Donc, il y a eu depuis fin 2023 un plan de remédiation qui a été mis en place sur le site emploi de la GFIP, qui est encore en cours et qui a un planning et qui prévoit que au moins l'espace candidat. Alors, il y a eu du travail aussi sur la partie recruteur, mais la partie candidat est quand même importante. Donc, on prévoit un objectif de conformité de 80% à fin mars, début avril 2025. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a la GFIP comme pour d'autres, on a une histoire on avance sur l'accessibilité, on améliore, et puis petit à petit, on a tendance à reculer, à régresser. Donc, conclusion, eh bien, il faut suivre tout le temps. Il faut être accompagné et régulièrement objectiver les choses. C'est-à-dire que même si on fait confiance à son prestataire, la confiance n'exclut pas le contrôle, comme dit un de mes collègues.
il faut régulièrement objectiver les choses sur l'accessibilité des sites. Alors, on parle d'accessibilité, mais ça va être vrai pour RGPD, pour plein d'autres éléments normatifs. Et donc, régulièrement faire appel à un prestataire spécialisé comme Urbilog, Access42, Atalan, il y en a plein d'autres, pour faire des audits. Et pas seulement. Alors, selon la capacité des prestataires qu'on a, on peut se contenter d'audits, c'est-à-dire de vérification régulièrement de l'état, enfin faire l'état des lieux régulièrement de l'accessibilité du site. Dans d'autres cas, il faut que ce prestataire accompagne dans toutes les phases le développeur du site. Et pas que le développeur, d'ailleurs, la conception graphique, enfin, c'est dès le début, à toutes les étapes, on a un expert accessibilité qui dit ça va, ça va pas, ça il faut ajuster. En fait, on est parvenu à avoir des sites correctement accessibles comme ça, en ayant un expert à toutes les phases des projets. Et lors d'une mise en place, et avec un prestataire qui n'est pas forcément expert en développement ou même en design, avec un prestataire qui n'est pas forcément expert, il faut qu'il y ait un accompagnement d'expertise accessibilité à toutes les étapes. Et en même temps, on fait monter en compétence les prestataires pour essayer d'arriver à avoir un prestataire plus autonome, ce qui prend quand même beaucoup de temps. Voilà le retour d'expérience un petit peu résumé. J'espère que c'est relativement clair. On peut... C'est très bien. Ah oui, vas-y, Mathieu. Juste, merci Thierry. Je vais préciser quelque chose parce qu'effectivement, on fait beaucoup d'audits. Ce que tu viens d'écrire là, c'est ce que l'on vit aujourd'hui depuis de nombreuses années. En fait, la problématique que l'on a, c'est qu'on se rend compte que faire des audits ne suffit pas nécessairement parce que dans les 3 démarches que l'on a, en fait, on a une démarche d'évaluation. Excusez-moi, je suis en ligne. Une démarche d'évaluation que vient de décrire Thierry, une démarche de remédiation. Mais la 3e démarche qui est ultra importante pour que vous ayez la capacité en fait à se projeter, on va dire, sur du temps long, c'est de travailler sur la non-régression. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas géré la capacité de vos sites, quand ils évoluent, à ne pas régresser sur le sujet de l'accessibilité, en fait, vous n'y arriverez pas. Ce que vient d'écrire Thierry, je le vis très régulièrement avec plein de partenaires. Et en plus, le diable est dans les détails. C'est-à-dire que souvent, les outils qui vont être utilisés par des prestataires dont a parlé Thierry, ils vont eux-mêmes utiliser les outils. Je vais prendre un exemple très concret. Les CAPTCHA. Régulièrement, on a ce type d'outil qui est mis en place pour justement éviter que de trop nombreuses personnes ou robots puissent remplir les aimants. Google, globalement, est plutôt accessible. Mais on se rend compte que si vous ne travaillez pas dans le CAPTCHA de Google, le fait que quand on va avoir l'alternative texte, qui est en fait de l'audio, et que vous l'utilisez comme ça natif, et bien il va vous faire une alternative audio en anglais. Et là, pour le coup, ça reste une alternative brouillée, c'est-à-dire c'est du son dans du son. Et si vous l'avez en anglais, même pour moi qui connais un peu l'anglais, en fait, c'est mort. Donc c'est aussi ça que je voulais expliquer, c'est que vous avez une démarche globale, vous avez une démarche de long terme, et vous avez plein de détails. Et donc, effectivement, le fait de vous faire accompagner va vous permettre déjà d'éviter plein de choses trappes et, évidemment, et de pouvoir vous pérenniser sur le long terme sur ces sujets d'accessibilité. Merci Mathieu. Je vais passer le parole à Jean-Christophe. Donc là, on passe d'une relativement petite structure, qui est la GFIP, à le grand structure d'emploi en France. Donc le démarche est en place depuis de nombreuses années. Est-ce que, voilà, expliquez-nous un peu ce démarche et comment au quotidien elle est mise en place. Alors, merci beaucoup. Et l'avantage d'intervenir maintenant et d'avoir en plus une démonstration de l'utilisabilité du site France Travail par Mathieu, ça me permet de rebondir sur un certain nombre de choses. Peut-être un premier rappel, le site francetravail.fr, c'est 50 millions de visites par mois. Et on a 2 autres sites en plus,
francetravail.fr, c'est le site pour les grands publics. On a francetravail.org, qui est le site plutôt pour les chercheurs, pour la presse. Et puis, on a le site francetravail.io pour tout ce qui va être échange de données. Et puis, encore une fois, l'avantage d'intervenir maintenant, c'est que Cathy, vous avez présenté les résultats et que je vois que le site Pôle emploi est à 88%, ce qui est plutôt rassurant par rapport au travail que font les équipes. On a un objectif qui est bien d'offrir un accès qui soit efficient pour tous nos services numériques et pour tous nos usagers. Usagers entendus au sens demandeurs d'emploi et employeurs. On a évidemment les obligations réglementaires et le respect du RG2A sur lequel on travaille et sur lequel toutes les équipes travaillent. Et ça rejoint un peu ce que disait Thierry tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des prestataires, on a des développeurs informatiques, on a une DSI dans laquelle il y a un peu plus de 1000 personnes, ça donne une idée de la dimension. Et ce qu'on essaye de faire, en particulier depuis la création de France Travail, c'est bien de garantir que la dimension accessibilité, et accessibilité pas simplement, encore une fois, au sens du RG2A, mais accessibilité universelle de tous nos outils, elle est embarquée dans l'ensemble des développements qui sont portés par France Travail, par ses partenaires, puisque on a aujourd'hui France Travail et le réseau pour l'emploi, c'est-à-dire les sites des Cap Emploi, les sites des conseils départementaux, les sites des missions locales. Et on a un regard et on a pour ça installé un projet global, transverse, qui vient impacter toutes les directions métiers et les directions informatiques de France Travail, pour que la dimension accessibilité, elle soit systématiquement prise en compte. Et je disais, on a bien la dimension respect du RG2A, mais on a surtout la volonté de faire en sorte que nos sites y soient utilisables. Alors, encore une fois, j'ai vu la démonstration de Mathieu et évidemment, ça m'a un peu mis mal à l'aise puisque du coup, il y avait une chose qui n'était pas accessible. On a besoin, pour poursuivre nos efforts et pour les accentuer, d'avoir un regard utilisateur et c'est sans doute la chose la plus compliquée que nous rencontrons. C'est-à-dire que on a, nous, nos propres repères et nos propres grilles de lecture, mais on a besoin d'avoir, et ce systématiquement, l'avis des utilisateurs avant le développement. Et aujourd'hui, je dois reconnaître qu'on tâtonne encore un peu sur comment on peut, au-delà du regard d'experts, au-delà du regard des spécialistes de l'accessibilité, on peut avoir des opinions de nos utilisateurs en sachant que nous, ce à quoi on doit répondre, c'est à l'utilisation par tous. Les personnes en situation de handicap, les personnes ayant des handicaps sensoriels, les personnes ayant des difficultés d'accès à l'informatique. Donc, il faut qu'on réponde à tous ces sujets-là. Et des travaux sont en cours, alors avec le CNCPH, avec différentes associations représentatives des personnes en situation de handicap. Mais c'est une des choses sans doute les plus compliquées dans ce qu'on a à mettre en œuvre. Encore une fois, répondre au RG2A, maintenant on sait faire. Garantir que les évolutions, elles ne vont pas entraîner une régression. On essaye d'avoir dans chacune de nos directions une mouche du coche qui soit sur l'accessibilité en disant attention, tu développes ça, en quoi ça peut avoir un impact sur ce qu'on avait acquis hier dans l'outil qu'on met à disposition et comment avec ce que tu mets en œuvre, ça ne revient pas en arrière, et c'est toute la mission du programme handicap au sein de France Travail. Mais encore une fois, on a aussi besoin de l'avis de l'utilisateur final pour qu'on garantisse la prise en compte de toutes les attentes de tous les publics. Voilà. Très bien. Grande mission. Justement, une question à Thierry qui l'AGFIP fait appel utilise un logiciel fourni par un tiers pour les annonces. Quel levier vous avez pour améliorer l'accessibilité? Ou est-ce qu'on vous dit oui, mais bien sûr, ça fait tout, il n'y a pas de souci, c'est conforme RG2A et la discussion ne va pas plus loin? Alors, il y a un outil qu'on a peut-être un peu négligé parfois, mais qu'il faut rappeler alors, à toutes les personnes qui veulent avoir qui ont des prestataires et qui veulent avoir un site accessible, c'est d'abord le contrat. Quand vous avez un contrat avec un prestataire, l'accessibilité, c'est une obligation. De toute façon, c'est une obligation légale, mais c'est aussi une obligation contractuelle et il doit y avoir des pénalités sur ce point-là. Ça, je pense que maintenant, on l'a bien compris. Pour tout développement qui nous est livré et qui passerait pas
un contrôle, un audit d'accessibilité, il y a des pénalités. Et ça, malheureusement, c'est indispensable. Ensuite, pour le prestataire dont on parle, c'est leur intérêt aussi. Et ils le savent très bien que c'est leur intérêt d'avoir pour leur propre compte, leur site à eux, grand public, d'être le plus accessible possible. Et quelque part, la GFIP les aiguillonne et les aide à améliorer l'accessibilité de leur site grand public à eux. Donc, ils voient l'intérêt. Pour autant, eh bien oui, il faut quand même rappeler à chaque comité de pilotage que c'est important, c'est plus qu'important, c'est requis. Et il faut que ça s'insère dans une roadmap et ça prend du temps de développeur, etc. Donc c'est des choses à rappeler sans arrêt. Oui. Très bien. Et vous, Jean-Christophe, côté France Travail, est-ce que vous avez parlé de cette tâche qui est très compliquée d'être accessible à tous, le design universel, on sait que c'est très problématique et ça nécessite toujours des arbitrages. C'est Donc, d'autant plus, excuse-moi, Katie, c'est d'autant plus non, important non. que nos sites sont disponibles sur ordinateur, évidemment, mais sont aussi disponibles sur tablette, sont disponibles sur portable, et que nous devons garantir que les modalités d'accès aux informations, elles ne varient pas ou elles ne se transforment pas complètement en fonction du support utilisé. Donc c'est aussi un travail qui est fait par les équipes à la fois de la communication et de l'informatique pour garantir que si on passe d'une tablette à un ordinateur ou à un téléphone, on ne va pas perdre les usagers. Oui, tout à fait. Et donc, est-ce que ça vous arrive de devoir encore rappeler à vos collaborateurs l'importance de faire tel ou tel choix, ou il y a du onboarding systématique à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui intervient pour dire attention à l'accessibilité, ou est-ce que je dirais qu'il y a déjà cette culture qui est infiltrée à France Travail? Les choses sont très avancées et je disais tout à l'heure, la création d'un programme handicap dans le cadre du programme de transformation de Pôle emploi France Travail, la mise en place d'un projet sur l'accessibilité numérique, tout ça s'est embarqué, ça a maintenant un peu plus d'1 an, c'est-à-dire c'est en corrélation avec la création de l'établissement France Travail. Maintenant, je ne vais pas dire que tout est réglé et que c'est systématiquement embarqué, je ne vais pas être aussi content, sinon je ne servirais plus à rien, j'irais faire autre chose. Non, bien sûr qu'il y a encore du travail. Mais je pense que vraiment les choses sont très avancées. Très avancées dans le fait que la question de l'accessibilité, elle est vraiment réfléchie quasiment par tout le monde. Y compris d'ailleurs dans la façon dont on va retravailler, alors on n'est pas sur le même sujet, mais de la façon dont on va retravailler les courriers, la façon dont on va travailler, Mathieu évoquait tout à l'heure la question du langage inclusif. Ça fait partie des questions que les services se posent désormais de façon plus naturelle. Je tiens à préciser, Jean-Christophe, que j'ai pris le site de France Travail que je ne connais pas et que quand une personne aveugle arrive en mode découverte sur un site, c'est toujours extrêmement compliqué en fait de comprendre quels sont les mécanismes que l'on a en face de soi et de les utiliser. Donc je peux ne pas être là dans le cas concret le meilleur utilisateur parce que je l'ai pris vraiment from scratch parce que vraiment je voulais vous montrer autre chose que je maîtrisais. Donc j'ai par contre rencontré plein d'éléments qui m'ont rassuré dès le départ. Globalement, j'aurais tendance à dire, j'ai entendu parler des faits que vous soyez à 88% d'accessibilité. Ça m'étonne pas trop. J'ai vu plein de bonnes choses sur ce site. Après, comme je l'évoquais, le diable est souvent dans les détails. Je sais en fait que on n'arrivera jamais à un site à 100% tout le temps. Franchement, je le dis, même en étant un expert dans le domaine. En fait, c'est une illusion de penser qu'on peut être, et je vais faire un parallèle avec la sécurité, c'est pareil. Par contre, la question que vient d'évoquer Jean-Christophe est hyper intéressante, c'est embarquer dans les projets. On n'est peut-être pas parfait, mais on se donne aussi un canal de communication pour éventuellement s'améliorer, parce que ça, c'est important, c'est de se dire, potentiellement, on peut avoir failli à un moment ou à un autre, parce que il suffit que les équipes elles aient fait une erreur sans s'en rendre compte, et puis du coup, on peut avoir des problématiques.
L'idée, c'est pas de se dire qu'on va être le meilleur du monde, c'est de se dire qu'on a mis à disposition déjà un certain nombre d'éléments qui sont factuels et qui prouvent, on va dire, une certaine accessibilité. 88%, franchement, c'est plutôt un très bon taux. Mais bon, il reste encore des 12%, et dans les 12%, il peut y avoir des points bloquants, et on le sait bien. Et donc, travailler avec des associations, travailler avec des utilisateurs en situation de handicap me semble aussi intéressant, parce que vous avez un autre regard sur le sujet de l'accessibilité. Et derrière ça, c'est aussi, n'hésitez pas à mettre des canaux de communication qui permettent éventuellement d'avoir des remontées en disant, bah, écoutez, j'ai pas réussi à faire ça ou ça. Je vais vous raconter une vieille histoire, mais n'empêche qu'elle est représentative. En 2006, on doit faire face dans le monde bancaire à l'émergence, pour des raisons de sécurité, de claviers virtuels sécurisés. Et les premières banques qu'ils mettent en place n'ont pas du tout intégré l'accessibilité. Ce qui fait que je suis dans une de ces deux banques, je n'ai plus accès du jour au lendemain à mon compte. On travaille pour cette banque une solution d'accessibilité qui, à l'époque, on se remet en 2006, était obligatoirement par une solution externe qui s'appelait Flash. Alors, étonnamment, on a fait du Flash accessible. Et ben, ça marchait. Sauf que la problématique qu'on a eue vis-à-vis des populations concernées, c'était pas l'utilisation du service. C'était qu'il fallait télécharger Flash et l'installer pour pouvoir l'utiliser. Et ben ça, c'était bloquant parce que les grandes majorités des personnes n'y arrivaient pas. Donc c'est parfois complexe en fait d'avoir une approche globale. Et donc c'est pour ça que moi je préconise toujours de se dire que on fait l'effort, on l'inscrit dans la durée, mais on n'est pas à l'abri de faire des erreurs. Et donc on met un moyen de communication pour qu'on puisse remonter les informations. C'est bien noté, Mathieu. Effectivement, l'idée du canal de communication pour faire remonter. Alors, je ne sais pas s'ils ont ça à la DSI, mais c'est noté, effectivement. Mais ce qu'on a vraiment mis en œuvre depuis maintenant plus d'un an, c'est un projet global sur l'accessibilité, qui a même un nom de code, qui a même de l'argent, s'il y a besoin, un petit peu en tout cas, qui embarque la DSI, qui embarque toutes les directions métiers, et qui, sous l'égide de la direction du programme handicap, va vraiment jouer la mouche du coche pour alerter sur tous les sujets. Alors, je me permets deux précisions. Les 88%, c'était sur la base des 26 critères qu'on a pu tester, donc ce n'est pas le taux, juste pour que ça soit bien clair. Et la deuxième, c'était par rapport à une remarque de Mathieu. Effectivement, quand on fait des tests d'usage, on donne toujours aux usagers un temps pour se familiariser avec la page et la structure de la page avant de rentrer dans le test, parce que je pense, Mathieu, c'est vraiment une étape nécessaire pour pouvoir, avant d'interagir avec un site. Donc, là, je l'ai fait en live, je me suis mis moi-même en difficulté, en fait. Oui, mais c'est important de la rappeler. Hein. On ne balaye pas visuellement le site et on se lance. Hop, il faut un temps un peu bac à sable pour pouvoir se familiariser avec. Et puis, c'est les conditions d'utilisation réelles. Je disais tout à l'heure que le site France Travail, c'est 50 millions de visites par mois. Il y a des gens qui viennent régulièrement pour la première fois, par exemple, pour s'actualiser. Et c'est vrai que si c'est extrêmement compliqué de s'actualiser parce qu'on ne connaît pas, on risque de rater une période et de se mettre en situation compliquée pour garder ses allocations de chômage. Donc, le fait de le faire en live sur un site que vous ne maîtrisez pas, moi, ça ne me choque pas. Non, mais c'était pour dire qu'effectivement, ne pas... Excusez-moi, alors vraiment, je vais... Très bien. Donc, ça nous amène on avait inscrit un dernier temps donc qui sera rapide pour voir un peu quelles sont les démarches à mettre en place selon la typologie. Là, on a deux sites qui sont très, très différents et par leur taille et par leur mission. Mais Mathieu, aujourd'hui, imaginons qu'il y a quelqu'un qui travaille dans une structure qui propose des annonces d'emploi en ligne. Comment et par quoi commencer et comment s'y prendre? Alors déjà, petit rappel, j'ai évoqué tout à l'heure la démarche globale de l'accessibilité, évaluer, remédier et ne pas régresser. En fait, il faut bien comprendre que souvent, quand on arrive, on dit on veut avoir un audit. On veut avoir un audit pour avoir un taux d'accessibilité. Je peux vous le dire déjà à l'avance, si vous faites pour la première fois un audit, vous allez régulièrement être en dessous de 50%. Donc la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de dépenser une certaine somme pour juste faire le constat qu'on n'est pas bon? Personnellement, je pense que ce n'est pas la meilleure méthode. La première chose à faire, c'est de se poser la question de où je vais être dans 3 ans
Tu parlais tout à l'heure du schéma pluriannuel, bah, c'est ça, c'est de se dire, OK, comment on fait pour se dire, globalement, on veut construire une démarche accessibilité. Donc, que ce soit sur un site emploi ou sur tout autre site, en fait, l'idée vraiment, c'est de se dire comment je fais pour pouvoir prolonger, on va dire, se donner les moyens d'être présent dans le temps sur ce sujet d'accessibilité. Pour faire un parallèle, et je vais faire un parallèle business aussi, parce que je pense que ça fait partie aussi des sujets. Je prends souvent l'exemple d'Apple, qui n'est pas la société la plus philanthrope que je connaisse, mais qui, depuis 2009, a intégré VoiceOver, qui est un outil qui permet en fait d'intégrer à des personnes déficientes visuelles la capacité d'utiliser son smartphone. Ça fait depuis 2009 qu'ils le maintiennent. Le taux de pénétration, c'est-à-dire la capacité en fait d'un site internet et en l'occurrence de cet outil, taux de pénétration d'Apple, c'est 30% sur le marché français. Le taux de pénétration d'Apple vis-à-vis des personnes déficientes visuelles, et d'ailleurs je pense que c'est la Fédération des aveugles de France qui fait cette démonstration, c'est 70%. Voilà, c'est juste pour vous donner les clés que quand on a des outils qui nous satisfont, eh ben, on les utilise. Donc, dans cette démarche-là, en fait, l'idée vraiment, c'est quand on a, comme Thierry le disait, quand on doit faire appel à des prestataires, c'est quoi les clés aussi? Ce que j'ai constaté lorsqu'on a fait des audits de ce type de solution, c'est qu'en fait, il y a deux choses. Vous avez l'applicatif qui vous est mis à disposition et vous avez une certaine forme de personnalisation. Et en fait, dans ces outils, la personnalisation, elle est extrêmement importante parce qu'on peut quasiment tout faire avec ces outils. J'ai vu, par exemple, des choix qui, quand on faisait un choix A, bah, c'était accessible. Quand on faisait un choix B, ça ne l'était pas. Et c'est le même outil qu'il proposait. De la même façon, quand par exemple on veut intégrer dans un CV directement, quand on upload le CV, bah, la question c'est est-ce que bah, le CV il est bien implémenté ou pas? Et ça va dépendre évidemment de la qualité du CV initial, hein. Donc voilà, c'est toutes ces fonctionnalités-là qui vont être importantes dans votre choix de prestataires. Et l'idée, c'est bien de comprendre en amont quelles sont les obligations et ce que l'on peut faire dans le domaine des sites Internet pour qu'on puisse tout simplement faire en sorte que ça soit accessible. Permettez juste 2 secondes. Je te laisse la parole 2 secondes, Cathy. J'ai quelqu'un qui veut rentrer. Merci. De toute manière, il va falloir qu'on conclue. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois une question dans le chat d'Elodie Friot sur ce sujet d'amélioration. Justement, faire parvenir le baromètre au site d'emploi pourrait les aider à travailler sur les améliorations. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, Elodie. Je pense que cette version 2025, de toute manière, on va la comparer à la version 2023. Et en consultation avec la GFIP, j'espère qu'on pourra diffuser largement les résultats. Donc, tout à fait. Je note bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je vais partager avec vous un questionnaire de la GFIP sur votre ressenti sur ce webinaire. Et je laisse... alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Pas sûr. Est-ce que vous auriez des mots de fin? Thierry, un petit message à faire communiquer avant de conclure? Bah, ma Donc, conclusion, si tu veux un petit message, pour moi, il faut oser Oui. l'accessibilité. Ok. C'est pas non plus une énorme montagne. C'est juste des petits pas que vous faites pour permettre en fait au plus grand nombre tout simplement de pouvoir accéder à des services et notamment aux services de l'emploi. C'est important pour des personnes qui sont en situation de handicap de pouvoir avoir un emploi pour plein de raisons. Je ne vais pas les citer ici parce que ça va être trop long, mais sachez que voilà, vous avez une part dans le fait de pouvoir permettre à des personnes qui sont souvent un peu exclues, et tout simplement de s'inclure. Et pour moi, c'est un vrai enjeu de société avec un grand S. Parfait, Mathieu. Très bien. Bon, bah, Thierry, Jean-Christophe, Mathieu, un grand merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous les participants d'avoir été présents. Et puis, on vous souhaite de très bons
conférence pour la journée de cette université du réseau des référents handicap. Et à très bientôt. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.